En France, on éprouve plus de fascination pour les défaites que pour les victoires. Nos troubadours cathares chantent à Zincourt, nos poètes se lamentent sur Waterloo, et même nos Gaulois posent des questions gênantes sur Alésia. Un peu comme si au fond, on trouvait la défaite plus glorieuse. On a même fait à la Bérésina l'honneur d'entrer dans le langage courant, alors qu'à l'inverse, on ne dit pas une bouvine, un Marignan ou un Austerlitz. Et bah, il y a pourtant une grande victoire française qui est devenue une expression proverbiale. Et comme c'est une victoire, justement, on s'en souvient pas. Ou alors tellement peu que l'expression s'est déformée jusqu'à devenir méconnaissable. Mettre la pâtée à son adversaire, en effet, ça n'a rien à voir avec le fait de le transformer en chair à saucisse ou en charpie de viande, et tout à voir au contraire avec une victoire écrasante remportée sur les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, la victoire de Patay. Bon, pour être juste, si on se souvient pas mieux de cette bataille aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'elle est imbriquée entre deux événements qui ont bien plus marqué les contemporains, et donc les mémoires, le siège d'Orléans secouru par Jeanne d'Arc en mai 429, et le sacre de Charles VII à Reims, 2 mois plus tard. Deux événements d'autant plus marquants que dans les années 1420, la France a pour ainsi dire perdu la guerre de Cent Ans. En 1415, le roi d'Angleterre, Henri V, a écrasé l'armée française à Azincourt. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon précipite les seconds dans le camp anglais. En 1418, il s'empare de Paris et de la personne du roi de France, Charles VI. Fragile de santé et d'esprit, ce dernier est contraint à ratifier le traité de Troyes qui fait du roi d'Angleterre son héritier légitime, en plus de lui donner en mariage sa fille Catherine. Son fils, le dauphin Charles, est déshérité. Plus encore, humilié. Ses ennemis font courir la rumeur que la reine Isabeau de Bavière, l'épouse de Charles VI, lui a été infidèle. Le jeune Charles ne serait qu'un bâtard, ce qui est un prétexte commode pour l'écarter de la course à la succession. Gros coup de bol, Henri V meurt avant Charles VI, ce qui l'empêche de ceindre les deux couronnes. Mais de son mariage avec Catherine est né un fils, le tout jeune Henri. Par le sang, mais plus encore par le traité de Troyes, il est l'héritier des couronnes de France et d'Angleterre. Surtout que Charles VI décède rapidement à son tour. Deuxième gros coup de bol cependant, les Anglais, chez qui ce n'est pas la coutume, ne prennent pas la peine de faire sacrer le jeune prince à Reims. Si vous avez vu l'épisode que j'ai consacré à l'origine du blason des Capétiens, vous savez quelle importance revêt la cérémonie du sacre pour les rois de France. Par l'onction sainte, le roi devient un personnage sacré qui ne tient son royaume que de Dieu, dont il devient le représentant sur terre. On lui attribue des pouvoirs thaumaturgiques et surtout sa personne devient inviolable. Contester son règne, c'est offenser Dieu. En négligeant le sacre et le pouvoir symbolique qu'il revêt dans l'esprit des Français, les Anglais ratent une immense occasion de mettre Charles définitivement hors course. C'est là tout l'enjeu de la mission de Jeanne d'Arc auprès du Valois. Convaincre Charles VII, qu'elle persiste à appeler le dauphin, de faire le voyage à Reims pour y recevoir le sacre, qui le désignera comme le seul et véritable roi de France. Problème, Reims est loin en territoire ennemi. Le petit roi de Bourges, comme l'appellent ses ennemis avec mépris, tient en gros le pays au sud de la Loire, moins l'Aquitaine. En plus, les Anglais contrôlent les forteresses sur la Loire. Le dernier pont en main des Français, Orléans, est assiégé depuis 6 mois. Avant de bouter les Anglais hors de France, il faut déjà les bouter hors de la région. Le 9 mai, l'armée française menée par Jeanne d'Arc brise le siège d'Orléans et peut envisager de récupérer les autres points de passage sur la Loire. Une armée est mise sur pied début juin. Sous le commandement de Jeanne d'Arc et du duc Jean d'Alençon, elle prend Jargeau le 12 juin, Main-sur-Loire le 14 et met ensuite le siège devant Beaugency. La place est défendue par l'expérimenté John Talbot et les Anglais peuvent tenir longtemps. Une autre mauvaise nouvelle, c'est qu'au même moment une armée anglaise descend depuis Paris, commandée par John Fastolf. Mais ça, la garnison de Beaugency ne le sait pas. Et l'arrivée imprévue du connétable de Richemont, pourtant en disgrâce à la cour de France, qui ramène un renfort d'1 000 d'hommes, démoralise les défenseurs. Le 17 juin, ils acceptent d'abandonner Beaugency en échange d'un sauf-conduit. En remontant vers le nord, les rescapés anglais tombent sur Fastolf, qui apprend donc que les forteresses sont déjà perdues. Comme entre-temps les Français ont traversé la Loire pour venir à sa rencontre, le général anglais décide de livrer bataille le 18. Près du village de Patay, les Anglais s'installent sur une vieille route romaine et entreprennent de fortifier leurs lignes. Alors qu'ils battent la forêt à leur recherche, les éclaireurs français débusquent un cerf qui file droit sur les lignes anglaises. Les archers l'abattent et poussent un cri de triomphe, révélant du même coup leur position. Mais le gros de l'armée française est encore loin. Plutôt que de l'attendre, ce qui donnerait aux Anglais le temps de fortifier leur position, les capitaines français décident d'attaquer par surprise avec uniquement les troupes de l'avant-garde. On avait déjà vu comment un bête cochon avait pu bouleverser le destin de la France. Ici, c'est un cerf qui a peut-être décidé de l'issue d'une guerre.
La tactique anglaise est une recette parfaitement au point. C'est celle qui leur a permis, à Crécy, à Poitiers ou à Azincourt, de tailler en pièces une armée française souvent 2 fois supérieure en nombre. L'armée se déploie derrière une rangée de pieux sur lesquels vient s'empaler la cavalerie adverse et qui gêne la charge des hommes à pied. Les fameux archers longs anglais, qui peuvent représenter jusqu'à la moitié de la troupe, sont placés sur les ailes pour prendre l'ennemi sous un tir croisé. Capables de tirer à 300 mètres et de décocher 8 à 12 flèches par minute, ils font pleuvoir un véritable déluge de traits sur l'adversaire. Mais à Patay, les Anglais ne sont pas prêts. À la tête de 180 cavaliers, La Hire, Ambroise de Loré, Pothon de Zintrailles et le connétable de Richemont chargent depuis le couvert des arbres sur les archers qui n'ont pas eu le temps de se déployer. En quelques minutes, c'est la déroute. La cavalerie anglaise, John Fastolf en tête, prend la fuite. 1400 hommes d'armes français se joignent ensuite à la mêlée pour anéantir la résistance de l'infanterie adverse. Sur les 5000 combattants engagés, les Anglais comptent 2500 pertes, contre une petite centaine de blessés et tués côté français. Patay, c'est une bataille à sens unique. Une victoire écrasante comme la France a rarement eu l'occasion d'en remporter pendant la guerre de 100 ans. L'armée anglaise détruite, les passages sur la Loire sécurisés, la route est ouverte pour aller sacrer le dauphin à Reims. Une semaine après la bataille, Charles VII emmène une armée forte de 10 000 hommes vers la Champagne. Au passage de l'armée royale, Auxerre, Troyes, Châlons, Reims se rendent sans combattre. Le 17 juillet, Charles VII est sacré roi de France dans la cathédrale Notre-Dame de Reims par l'archevêque Reynaud de Chartres. Porté par l'enthousiasme, le roi envisage même de reprendre Paris. Mais la ville est trop solidement fortifiée et trop bien défendue. Finalement, Charles VII repasse la Loire sans avoir pu bouter tous les Anglais hors de France. 2 ans plus tard, alors que Jeanne d'Arc est capturée et brûlée vive à Rouen, le jeune Henri VI fait enfin le voyage en France pour y être sacré roi à son tour. Mais à Paris, parce que Reims est désormais hors d'atteinte des Anglais. Sauf que, c'est beaucoup trop tard. Il ne peut y avoir qu'un seul roi de France devant Dieu. Avec le voyage de Reims, Charles VII a récupéré toute sa légitimité perdue avec le traité de Troyes. En 1435, la Bourgogne abandonne l'alliance anglaise pour rejoindre le Valois. L'initiative est désormais du côté français, et c'est aussi parce que l'armée anglaise ne s'est jamais complètement relevée de la claque de 1429. Patay, c'est Azincourt à l'envers. D'abord parce que les archers cette fois ont été battus par les charges des chevaliers français, mais surtout parce que c'est une catastrophe comparable à celle qu'a vécue la France en 1415. À Azincourt, les Français avaient perdu près de 6000 chevaliers. Et un chevalier, c'est pas juste un soldat sur un cheval. C'est un combattant d'élite, dont la guerre est la raison d'être, et qui s'entraîne à jouter depuis qu'il est capable de monter à cheval. Et ça se remplace pas du jour au lendemain. À Patay, c'est le corps des archers d'élite anglais qui est massacré. Alors oui, bien sûr, la base de recrutement est beaucoup plus large. Les archers se recrutent dans la paysannerie. Reste que former un bon archer, pareil, ça prend des années. Souvent, l'entraînement commence dès l'âge de 7 ans. La tactique anglaise est tellement dépendante de leur qualité qu'en 1363, le roi Édouard III a passé une loi qui rend obligatoire l'entraînement au tir à l'arc pour tous les hommes libres du royaume, les dimanches et jours de fête. Après Patay, le corps des archers d'élite ne sera pas reformé et les Anglais vont se cantonner à mener une guerre défensive. Une guerre dans laquelle le rapide progrès de l'artillerie va donner un avantage définitif à la France. Mettre la pâtée à quelqu'un, ça n'est donc pas forcément le vaincre dans le respect des conventions ou des règles du fair play, mais c'est l'écrabouiller de manière à ce qu'il ne soit plus capable de reprendre le combat. De préférence sous les sabots d'un cheval.